Bonsoir, bonjour. Voici la prog numéro 3 de Popcorn Reborn, votre émission culturelle préférée, avec vos chroniqueurs préférés. Nous sommes aujourd'hui avec Guillaume Méral. Guillaume Méral, celui qui peut effrayer tout un palais de sucre, mais dont la voix, dont l'intellect, dont la réflexion et la rhétorique vous fera passer à travers le stream de l'intelligence. Il est notre Mérou. Tu l'as répété celle-là ou bien elle est sortie de... Non, elle Elle est... était hasardeuse, mais elle a bien fini. Ouais. Ensuite, nous avons Giovanni. Giovanni est peut-être chauve, mais avec sa bonne humeur, avec sa cinéphilie, avec toute sa culture, et notamment comics, il faut le dire, parce qu'il lit des comics, des mangas, il va vous rendre vos cheveux. Adrien est donc heureux, puisqu'il va pouvoir goûter à nouveau au Head and Shoulders très vite. Appel à l'oncologue. Bref, Giovanni, comment vas-tu? Ben écoute, ça va bien, ça va. Je vois que ma calvitie t'inspire beaucoup, donc ça me fait plaisir déjà, tu vois. Et non, écoute, ça roule, j'ai envie de dire une nouvelle semaine à se retrouver et puis à essayer de survivre à tes intros quand même assez fatales. Quand on s'y attend pas, j'avoue que ça pique. Et nous avons enfin Adrien. Adrien Joly. Adrien, c'est son prénom. Joly, c'est son métier. Il est mon apprenti monteur, un double zéro qui n'a pas encore le 7 dans le domaine du montage, mais qui l'a dans mon cœur. Adrien Joly, comment vas-tu? Écoute, après ça, comment je peux ne pas aller bien? Ça va très très bien, merci. Et enfin, je suis Benjamin de Neuf-Église et je suis le présentateur que vous détestez le plus en ce moment, mais sur lequel vous finirez par vous masturber dans les rêves les plus fous et les plus exotiques. Et voici Popcorn Reborn, la prog numéro 3. Et moi, Waouh! pour permettre de rebondir sur ton intro, je dirais que ta rhétorique est pertinente, inversement proportionnelle à ton goût pour les coupes de cheveux. Non, je valide ce que je ne valide absolument pas, soit dit en passant. Eh bien écoutez, je vous emmerde tous parce que je me suis dit, vous voyez, j'avais trouvé quelques termes pour vous définir et j'étais content et, et vous m'avez Mais déçu. Encore une fois. je suis très reconnaissant de cette intro. Je sais pas pour les autres, ils sont aussi l'ingratitude de leur métier, mais c'est pas mon cas. Très bien. Alors, au programme de la prog numéro 3, il va y avoir du sentiment, de l'effondrement humain et des boules en sueur. Et il vaut mieux commencer par ce qui gratte le plus, parce que ce qui gratte peut être dangereux. D'ailleurs, si ça gratte beaucoup, allez voir un oncologue, c'est important. Nous allons donc démarrer par le roi de la toundra et de la tatane, un king qu'adore Guillaume, le king du Katanga. Exact. Il s'appelle... Vas-y Guillaume. Steven Seagal. Steven Seagal en français. Et on fait une hall. Wouh! Ouais. Alors ouais, je sais la remarque que certains vont se faire, c'est-à-dire que Adam Sandler il y a 2 semaines, Steven Seagal aujourd'hui, vous allez dire bon gars t'es bien gentil, mais plus personne va te prendre au sérieux quand tu parleras de Spielberg et de Kubrick. Certes, mais Steven Seagal, c'est qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas sa coupe de cheveux huilée, son catogan ridicule, ses coups, ses tenues vestimentaires qui sont passées du rital mafieux des années 90 au bouddhiste New Age du début des années 2000. Qu'on aime ou pas, en fait, ces grands moulinets dans le vide, c'est sa conception toute particulière de l'ostéopathie aux os que vous ne connaissez pas du corps humain. Mais de rien, c'est quand même un gros morceau du cinéma d'action, du cinéma d'action des années 90, du début du cinéma d'action des années 90, où en fait le mec est arrivé à un moment où si on reprend cette période-là, vous aviez Jean-Claude Van Damme et Chuck Norris qui avaient commencé à introduire, on va dire, une sorte de les arts martiaux dans le cinéma d'action, où on a commencé à avoir quelque chose de plus élastique. On est sorti du cadre boxe anglaise qui était celui qui était majoritaire et dominant dans le cinéma d'action US. Et à côté de ça, vous aviez encore la résistance, la subsistance des Charles Bronson
qui n'était pas la meilleure partie de sa carrière, parce que autant on adore le Justicier dans la ville numéro 3 ici, c'est pas tout la même chose que le Justicier dans la ville numéro 1 qui datait de 10 ans auparavant. Les Clint Eastwood, etc., qui étaient encore des... Et Steven Seagal, quand il est arrivé, sa capacité, c'est qu'il en fait, il a réussi à fusionner ces deux trucs-là, en fait. Il y a eu ses premiers films, c'était des films d'action urbains, donc il y avait encore ce parfum, tu sais, du polar hard-boiled, un peu crade, qui sentait bien le bitume, avec les macs, les putes, les dealers de drogue qui squattaient les ruelles crades. Steven arrivait, il les dérouillait, etc. Et tout. Donc il y avait ce parfum-là. Et d'un autre côté, il est arrivé avec son style d'aïkido, qui était un peu spectaculaire et tout, qui a offert un petit cachet supplémentaire. Alors, ce qui est génial, c'est que dès le début, le mec, il a été très fort pour cultiver son propre personnage en dehors de l'écran. C'est-à-dire que quand il est arrivé avec Nico à la fin des années 80, après avoir été le coach de Chuck Norris notamment, puis d'autres stars hollywoodiennes à qui il apprenait 2-3 trucs au niveau des arts martiaux. Dans Nico, en fait, c'était un film qui déclarait être inspiré de sa propre expérience dans les forces spéciales de la CIA et notamment leur application dans des Black Ops bien obscurs au Vietnam. Alors, grosso modo, Nico Toscani, c'était cette espèce de flic hardcore, mais super bon père de famille qui allait à l'église tous les dimanches. Il était marié avec Sharon Stone, sa partenaire, c'était Pam Grier. Bref, le mec, c'était le Mac over the top, mais qui, à un moment donné, se retrouvait avec une gigantesque conspiration qui met les trafics de drogue, barbouze de la CIA, flic corrompu, bref, la totale, etc. Et tout. Et Nico, bah, lui, droit comme un piqué, il va foncer dans le tas et il va baffer toutes les mâchoires. Nico est ceinture noire 6e dan d'aïkido. Il a de la famille dans la mafia. Nico est un flic qui ne respecte pas les règles. Bref, une étoile était née, un mythe était vraiment sorti de terre, Steven Seagal en personne. Et le mec avait réussi à convaincre tout le monde, mine de rien, que Nico c'était lui en fait, que le mec en fait, que toute une histoire de backup etc et tout, il l'avait vraiment vécu et que en fait quelque part il venait en fait apporter son expérience au peuple américain pour enfin lui montrer la lumière sur ce que était vraiment son pays, ce que vraiment son pays avait pu faire dans cette période troublée, et en même temps rétablir la justice et rétablir l'équité, parce que bordel c'est de mal, c'est Steven Seagal. Steven Seagal avec mon catogan, moi je suis pas une tarlouse, je suis là pour rétablir enfin le bon droit dans ce pays qui a été corrompu dans ses principes, donc c'est moi. Donc déjà là, le personnage était né, et ce qui est marrant, c'est qu'on n'a jamais su véritablement décrypter la part du vrai et du faux dans son histoire. Parce que le personnage de Seagal, et que ce que vous voyez dans ces films, et qui est hyper jouissif, c'est que tu as des trucs qui sont quand même chelous. La manière de tenir son flingue, la manière de se déplacer, et même sa technique de combat, parce que le mec a quand même réussi à ouvrir un dojo au Japon à la fin des années 80, alors qu'à l'époque, l'aïkido, c'était vraiment un monde très très réservé aux Japonais. C'est que réussi à distinguer le vrai du faux. Du coup, on s'est dit que dans toutes ces conneries de super barbouzes, etc., il peut y avoir une part de vrai. Et le mec n'a fait que décliner ce personnage, en fait, dans ses premiers films au début des années 90. Et il y a eu Désigné pour mourir, que Adrien adore profondément, et il y a eu Échec et mort, et il y a eu Justice sauvage, qui est, à mon avis, son chef-d'œuvre absolu, et Piège en haute mer. Voilà. Mais j'avais une question. Je me permettais de t'interrompre pour une mini question parce que je sais plus de quel film il s'agit. Et quand je t'ai demandé l'autre fois une liste du top 5 en gros des films de Seagal avec plutôt Steven Seagal à revoir, c'est quoi le film où il est dans le coma et il se réveille au bout de 200 ans là et Échec est mort? Ah, c'est celui qui est mauvais. C'est celui qui est très mauvais, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu prends. En fait, je trouve que ce qui est intéressant chez Steven Seagal, c'est que quelque part, c'est le meilleur exemple pour te montrer ce que. Des réalisateurs du milieu, de ce que j'appelle les réalisateurs du milieu. Tu sais, des mecs comme Andrew Davis, ils ont fait Le Fugitif, il avait fait donc Piège en haute mer, il avait fait Nico.
Il avait fait plein d'autres trucs de petits films d'action, moyen ou gros budget sympa des années 90, mais tu retiens jamais sa patte, tu retiens jamais son nom. John Flynn, le réalisateur de Justice Sauvage, qui avait aussi fait Haute Sécurité avec Stallone, qui avait fait Pacte avec un tueur avec James Woods et Brian Denny, et qui avait fait un film culte qui s'appelait Rolling Thunder avec William Devane et Tommy Lee Jones. Et échec à l'organisation aussi. Et échec à l'organisation avec Robert Duval. Bah, ces mecs-là, en fait, tu vois, c'est ce que j'appelle ces réalisateurs du milieu. C'est des types, tu sais, qui faisaient dans ce que tu pourrais appeler le cinéma d'exploitation, où les mecs passaient d'un projet à l'autre sans avoir de part artistique à proprement parler, qui était très marquée. Et du coup, leur talent était un peu noyé dans la filmo, ou alors ils s'effaçaient derrière le nom des acteurs pour lesquels ils travaillaient. Mais tu vois que ces mecs-là, mine de rien, ils ont réussi à faire quelque chose de Steven Seagal. Parce que quand tu prends Steven Seagal en tant que tel, c'est un cauchemar à travailler pour un metteur en scène. Non, mais je veux dire, non, mais tu prends vraiment le type. Le type depuis Nico, tu vois, le mec n'a pour lui que sa confiance en lui. Tu sens que le mec est intimement convaincu d'être un cadeau pour le cinéma et un don pour l'humanité. Véritablement, le mec n'a que ça pour lui, et effectivement, sa technique d'aïkido qui est quand même hyper sophistiquée, au point que même la caméra, on lui demandait de ralentir parce que la caméra n'arrivait pas à suivre ce qu'il faisait. Mais tu vois que le type putain, il a une tronche de pneu improbable. T'as l'impression qu'on l'a enfoncé puis qu'on a grossi les côtés. Tu sens que aligner trois expressions faciales pour lui, c'est l'équivalent d'une ascension de montagne. Il a du mal. Mais pourtant, un mec comme Andrew Davis, il a réussi avec Nico à pratiquement le fondre dans le décor. Alors que Siga, c'est quand même le type qui demande, ok, je vais arriver là, je vais avoir mon catogan, je vais sortir toutes les grosses punchlines qui vont atomiser l'assemblée, je vais porter toujours mes costards, etc. Et tout. Et je dis comment je vais faire pour travailler avec ce mec-là et pour faire croire qu'il va être crédible dans l'environnement dans lequel je vais l'inscrire. Et ben il y arrive. Échec est mort, par contre, effectivement, Adrien Anthony, le film est mauvais parce que justement, le Seagal est tout à sa disruption. Il ne fait que se démarquer des autres, il ne fait que sortir du décor, donc forcément, c'est juste improbable. Mais par contre, quand il fait désigner pour mourir, le mec réussit à faire ça. Et John Flynn, sur Justice Sauvage, la raison pour laquelle j'adore ce film, au-delà du fait que c'est vraiment le film d'action urbain parfait, quoi. C'est le New York d'avant les années 80, avant le nettoyage de Rudy Giuliani. Donc, tu as encore tout le crime et la faune des années 80 qui traînent dans les rues. Ça sent un peu le danger un peu partout. C'est super bien retranscrit, c'est super bien filmé, c'est sec, c'est dégraissé de tout. Et en plus, tu as une vraie intelligence de découpage. Et la fin, le combat final contre le Bad Guys, mais laisse tomber, quoi. C'est pas un combat, c'est un châtiment. Parce que Steven Seagal, tu remarqueras que par rapport aux autres action heroes des années 90, le type, il n'y a pas de difficulté à battre le mec. C'est toujours une punition. Mais là, c'est sadique. Où tu sens que le mec, il lui diminue la tronche. Bref, c'est juste magnifique. Et en plus, il finit avec un tire-bouchon dans la tête. Enfin, bref, c'est génial. Mais tu vois que la réussite de John Flynn, en fait, vraiment, c'était plus qu'aucun autre réalisateur, d'effacer le côté disruptif de Seagal pour vraiment l'intégrer, tu vois, à tout cet environnement, à tout cet écosystème de Brooklyn, en fait, qui est la composante du polar urbain et le contexte dans lequel va se dérouler l'histoire. Et c'est pareil quand il fait Justice Sauvage. Justice Sauvage, Piège à haute mer, on te fait croire que Steven Seagal est la star du film, alors qu'il a moins de temps de présence effectif à l'écran que Tommy Lee Jones et Gary Busey. Écoute, c'est Tommy Lee Jones et Gary Busey qui sont de très bons acteurs, ça va hausser le niveau en fait de Seagal en l'utilisant un petit peu moins, en gérant au compte-gouttes ses apparitions pour ensuite équilibrer la chose. Et donc tu vois, c'est des mecs-là, ces mecs-là avaient une intelligence, ils avaient une intelligence de conception, ils savaient travailler avec leurs outils et ils savaient tirer le meilleur de matériaux qui étaient problématiques. Et si Steven Seagal est devenu ce qu'il est, contrairement à ce qu'il essaie de te faire croire avec toutes ces grandes postures de machin de kéké, c'est grâce à ces mecs-là. C'est grâce à ces mecs-là qui ont permis d'effacer un petit peu son côté disruptif, ou en tout cas de l'utiliser intelligemment pour en faire des super bons films. Et quand tu prends Terraminé, qui est le premier film qu'il a réalisé, le seul, heureusement pour nous, quoique, là, le mec, il est persuadé qu'il est tout seul
à l'origine de son immense succès, qui est Steven Seagal, que Steven est le seul maître de Seagal, et qui se retrouve aux commandes de son propre mythe. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Alors, moi, je trouve ça juste magnifique. Sérieusement. Oui. Ah, c'est juste magnifique. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir ce que c'est de la vraie écologie engagée qui n'hésite pas à faire la situation, moi, je vous recommande de regarder ce film où le mec te fait péter une exploitation pétrolière en plein milieu d'Alaska. Où Mike Tyson, en méchant, a même l'air d'avoir trempé ses cheveux dans le pétrole tellement il est de partout. Avec un discours de 10 minutes sur la disparition de la biodiversité. 10 minutes non-stop. Le mec, à la fin, c'est carrément James Stewart dans un film de Capra. Moi, je dis, à ce niveau-là, on a dépassé le ciel, on est dans la stratosphère, je marche sur les étoiles. Non, mais le passage où le mec devient un aigle, c'est juste génial. Mais du coup, tu vois que quand le mec devient persuadé qu'il est aux commandes de son propre mythe, c'est foutu. Et c'est pour ça que, grosso modo, pour enfin finir ce truc, cette longue monologue sur Seagal, les premiers films de Steven, de Nico à Piège aux hautes mers inclus, vous pouvez mettre chaque mort de côté, il faut les revoir parce que c'est là que vous voyez ce que c'est l'excellence de l'artisanat hollywoodien au début des années 90 qui fait cruellement défaut en fait à ces films-là aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense pas on manque tellement de McTiernan, de nouveaux McTiernan ou de nouveaux Tony Scott, même si effectivement il faut défaut. Mais je pense que ce qui fait vraiment défaut en fait au cinéma d'action américain actuel, c'est ces artisans du milieu en fait, qui passent d'un projet à l'autre et qui à chaque fois arrivent à tirer le meilleur de tous les composantes du film qu'ils réalisent. Et après, ils s'en vont. Ils passent à un autre. Et je pense que cette humilité-là, ce talent-là, bah, c'est quelque chose qui s'est perdu. C'est des gens qui savaient gérer leur machine et qui ne faisaient pas de dépassement de budget, quoi. Et c'est pour ça qu'ils étaient... Non, mais c'est con, mais c'est pour ça qu'ils étaient aussi appréciés. Comme tu dis, ils étaient plus ou moins sur des grands ou des moyens budgets. Et en attendant, un mec comme Andrew Davis, sur Le Fugitif, le truc qu'il a complètement compris et ce qui a permis qu'il y ait une suite, d'ailleurs, US Marshall, qu'on aime plus ou moins ici, plus par moyen de rien et moins par Guillaume, c'est que il aurait pu très bien montrer Tommy Lee Jones comme juste un pur connard, mais il en fait un pur connard avec du charisme. Et il lui donne énormément de temps d'écran pour montrer que c'est un putain de stratège, un vrai chasseur, alors que et du coup ce qui va faire que Ford, ce qui va renforcer le caractère du chassé de la victime de Ford, quoi. Et ça, c'est des choses qui ne peuvent être comprises que par un metteur en scène qui sait lire un script, parce qu'il aurait pu très bien limiter le temps à l'écran et dire je mise tout sur le point de vue du survivant, quoi. Et ça aurait pas été bon, concrètement, ça aurait fait comme la série, je pense. De ce fait, vous parlez de ça fait une parenthèse dans le sujet qui est Steven Seagal à la base, mais vous faites une petite parenthèse sur ces réalisateurs qui exploitent un matériel et qui arrivent à en faire quelque chose. Moi, ça me fait penser à un mec qui m'inspire ça, mais peut-être que vous allez me prouver tout le contraire, mais quid de Rennie Harlin? C'est un mec il a su plutôt bien faire ça. Mais en fait, je pense que Rennie Harlin, c'est presque l'inverse. C'est un mec qui savait se transcender quand il avait un matériel d'exception à sa disposition. Ouais, clairement. Et là, je pense à Au revoir à jamais, où le script de Shane Black est juste génial. Il a un duo absolument de feu en fait sous la main. Et là, le mec, il arrive à tirer le meilleur. En revanche, je trouve que quand tu lui donnes un truc bancal, il n'en fait pas forcément grand-chose. Et encore, je trouve qu'il a du mal à défendre ses positions sur un script. Au revoir à jamais, on sait qu'il y a eu des retouches de la production, quoi. Et Rennie Harlin, c'est pas le mec qui va dire non. Ouais, d'accord. Alors qu'un mec comme John Flynn ou ce bon vieux réalisateur donc, de Fugitif et de Piège aux hautes mers, c'est des mecs qui vont pas forcément dire non, mais ils vont apprendre aux gens à dire oui surtout. Et ça, c'est une vraie différence d'intelligence, quoi. Voilà, c'était une parenthèse dans le sens où effectivement, je vous cache pas que j'ai hésité encore jusqu'à ce matin
justement pour vous parler, c'est comme quoi il n'y a pas de hasard, de Au revoir à jamais, que j'ai revu très récemment, que j'adore mais à fond, et je trouve que ça fait un moment que j'en ai pas parlé, j'avais envie de le faire. Je me garde peut-être ça pour une prochaine fois, mais voilà. Donc quand tu parlais de ces réalisateurs un peu de cette époque-là, on se cadrait pas mal avec René Harlin, et de ce fait-là, je me permettais de vous poser la question. Mais de ce fait, une dernière question, si vous me permettez, quand même sur Seagal. Moi, j'ai effectivement le souvenir de Steven Seagal dans les années 80, début des années 90. Le mec, il tape effectivement Piège en haute mer. Il fait la suite, la Piège à grande vitesse, parce qu'un bateau, c'était sympa, mais un TGV, c'est tellement mieux. Ça va plus vite, surtout. Et, et après, il arrive à terminer. Et après, en fait, il disparaît. Enfin, de ce fait, ma question, parce que je ne suis pas un grand spécialiste du monsieur, je me demande même, il était dans Expendables ou pas? Non. Il a pas fait une micro-apparition dans un des Expendables? Ouais, mais j'ai un souvenir de lui qui il Ouais. passe pas vite fait dans Non, deux ou c'était un truc Chuck comme ça. Norris. Non? Non, Steven Seagal, Norris, il fait une ouais, mais. Non, dans Steven Seagal, il avait fait une apparition dans Machete, numéro 2. Ah, Ah, non, ouais. c'était un en plus, je crois. C'est Oui, quand tu vas à la fin. Ouais, attends, non, pour te dire le mec, c'est pourquoi le mec a jamais voulu apparaître dans les Expendables? Non? Parce que Steven ne se mélange pas. Steven est un monde. Steven est une planète elle tout seul. Donc, donc il va pas commencer à former une petite galaxie avec des étoiles filantes, quoi, tu vois. Lui, c'est le centre de l'univers, mais vraiment, quoi. Et quand Ouais, tu vois. Je préfère être seul dans les vidéoclubs. Ouais, c'est ça. Mais quand tu le vois dans Machete, regarde bien la fin du combat avec Danny Trejo. Le mec, c'est le méchant, donc il perd, mais il permet pas à Danny Trejo de le tuer. Il se tue tout seul. C'est génial parce que le mec il est là, il dit ouais grosso modo bon, allez t'as gagné, j'en ai marre, harakiri quoi. Le mec il ne permet même pas au héros de le tuer. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien savoir, je sais pas si vous vous souvenez du film Ultime Décision de Oui. Stuart Baird avec Kurt Russell, où grosso Ouais. modo, L'arnaque. ouais, mais si voilà, le mec il dégage au bout de 20 minutes, je me dis, mais putain, comment le mec il a pu accepter ça? Mais tu vois, mais je veux dire, mais connaissant le caractère de Steven Seagal, comment le mec il a pu mettre son ego astronomique de côté et puis se dire, ouais, claquer au bout de 20 minutes, ouais, pas de souci, c'est bon. Non, mais c'est même pas ça, c'est même pas 20 minutes. Le mec, au bout de 10 minutes, il est dégagé, quoi. Moi, Grave. moi, à la base, à l'époque, je l'avais loué dans un vidéoclub et je voulais voir le film parce qu'il y avait Steven Seagal. Je loue le film, je mets le film, au bout de 10 minutes, Steven, il dégage, ben, j'ai arrêté le film. Je me suis dit, c'est quoi cette arnaque? Ouais, je me suis sorti. En plus, tu vois l'affiche, il est bien aux côtés de Kurt Russell, quoi. C'est pas comme C'est si fou. le mec il était honnête, hein. Hmm. Ouais, non, ouais. Ça a Mais, aucun- messieurs, je vous propose de terminer ce retour sur Steven Seagal premier. Ah, vite fait, un mot. Si tu veux comparer, par exemple, tu compares la différence entre un Van Damme et un Seagal, c'est que tu prends Van Damme, il a été beaucoup plus autonome et obligé de se fabriquer lui-même parce qu'il n'avait pas eu la qualité des réalisateurs avec lesquels Steven Seagal a tourné pour pouvoir se faire lui-même. Ça, c'est vraiment la grosse différence. C'est notamment une des différences entre deux, quoi. Ouais, et la différence entre les deux, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Claude, il marche, il court encore, et que Steven, bah, c'est un monde qui a du mal à se déplacer. Il Voilà. roule, il roule. Surtout dans Machete. Donc, on va se faire un extrait d'un film de Steven Seagal, un extrait que Adrien aura choisi judicieusement, je lui conseille fortement, parce que les fans, comme Guillaume, vont lui tomber dessus. Et on se retrouve dans quelques instants. Les Jamaïcains organisés en bande se sont rendus maîtres du marché de la drogue. Dans Nico, il avait choisi son camp. Qui est-ce? John Hatcher, des narcotiques. Dans Échec et Mort, il s'était vengé. Ce n'est pas le moment de me laisser tomber. J'en ai assez. Il décroche, il prend sa retraite. Il a l'air de pouvoir encore servir. Aujourd'hui, cet homme au tempérament irritable a été désigné pour mourir. Je veux que tu épouses ma sœur, la déesse des brasiers. Steven Seagal et John Hatcher. La mort le possède et il se croit vivant. Un bon flic, Notre famille a été marquée. de mauvaise humeur. Il a dit qu'on allait mourir. Je crois que la chance de ce gars va tourner. Que comptez-vous faire? Je veux détruire leur bande. Le premier se croyait invincible. Et l'autre croyait savoir voler. Ils se trompaient tous les deux. De qui as-tu peur? De cet homme?
ou de moi. Je vais te faire comparaître devant le Seigneur. Steven Seagal est désigné pour mourir. Et ça, c'est mon serviteur muet. Mais cette fois-ci, il sort la grosse artillerie. Steven Seagal, désigné pour mourir. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un flic? Non, je fais juste mon devoir de citoyen. Nous avons connu Steven Seagal dans une présentation formidablement endiablée par Guillaume. Et qui sera d'ailleurs remontée par Adrien Joly. Joly, c'est son métier, Adrien, c'est son prénom. On le rappelle. Et nous allons passer d'une catastrophe réalisée par un seul homme à une catastrophe de l'humanité. Une catastrophe de l'humanité qui va conduire à une odyssée. Mais pas une odyssée version Jérôme Salle, tout en bleuté et en paysage maritime. Non, nous allons passer à une odyssée humaine, psychologique, façon Studio Canal ou Canal+. Giovanni va nous parler de l'effondrement. Ben oui, parce qu'on pourrait quasi croire que c'est contextuel. Parce qu'au moment où j'ai découvert cette série, il y a 1 an maintenant, j'étais en train de me dire que tout ceci était peut-être loin et ne pouvait pas arriver. Et qu'il y a une étrange résonance avec l'année 2020, en fait, j'allais dire la période actuelle, mais la période actuelle étant déjà la répétition d'une autre, un peu plus tôt dans l'année. Au final, c'est assez perturbant. J'ai relevé quelques infos sur cette série donc, qui s'appelle L'Effondrement. L'Effondrement, c'est 8 épisodes pour voir finalement la société qui s'écroule, tout ça en plan séquence. 8 épisodes d'une bonne vingtaine de minutes, c'est filmé caméra à l'épaule. Ça a été diffusé sur Canal+ l'année dernière, ça avait été diffusé à partir du 11 novembre, ça avait duré pendant, je sais plus, je crois jusqu'au début décembre, un truc comme ça. Et là, la chance qu'on a tous, c'est que le confinement et la situation actuelle nous permet d'avoir accès à tout comme on veut, gratos de chez nous, dans notre canapé en pyjama. Et bien justement, regardez L'Effondrement qui est disponible en intégralité gratuitement, s'il vous plaît, sur YouTube, dans une version en plus HD. Enfin voilà, tout est réuni pour le voir de la meilleure façon possible. Alors, L'Effondrement, c'est quoi? Genre, je vais reprendre un petit peu le petit synopsis que je vous avais rédigé. C'est une mini-série qui raconte l'écroulement de la société sur environ 200 jours, suite à un événement qui, lui, en tant que tel, restera, on va dire, mystérieux. La société s'effondre, et le but, c'est absolument pas de savoir pourquoi, mais c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui se passe après, en fait. Et chacun des 8 épisodes, ils décrivent la fin de la civilisation sous différents points de vue. On a, par exemple, l'histoire d'un patron de station-service qui profite de la situation, en l'occurrence, pour échanger du carburant contre des vivres. Un infirmier qui, envers et contre tous, décide de rester dans la maison de retraite qu'il embauche pour parvenir à aider les patients, non, pour les habitants qui s'y trouvent encore. Un millionnaire qui, lui, tente de se barrer dans son avion et d'échapper au chaos pour rejoindre une pseudo-île déserte dans laquelle tout le monde aurait un peu cotisé au cas où cette situation arriverait. Bref, tout un tas de situations comme celle-ci qui nous montrent finalement, juste après cet effondrement, ce qu'il advient de la société. Alors, à l'origine de ce scénario catastrophe, il faut savoir que c'est un trio de 3 jeunes réalisateurs qui ont mis ça en scène. C'est le collectif qui s'appelle Parasite. C'est les mecs, alors le premier c'est Jérémy Bernard, le second c'est Guillaume Desjardins et le dernier c'est Bastien Uggetto. Ils se sont fait connaître avant de passer sur Canal et de faire cette petite réalisation. Ils se sont fait connaître sur YouTube à travers quelques vidéos qui n'étaient pas du tout complotistes, qui n'étaient pas forcément orientés sur ce genre de sujet, mais c'est des mecs qui faisaient de la réelle et qui l'a partagé. Et ils sont donc rencontrés dans une école, sur les bancs d'une école de cinéma. Ils se sont très vite dit qu'il était peut-être l'occasion pour eux de se rassembler, de faire un truc vraiment cool. Ils ont débarqué un beau matin dans les studios de Canal+, le petit bureau, avec une idée assez folle. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une création un peu coup de poing. C'est des épisodes de 20 minutes, filmés caméra à l'épaule, avec un seul foutu plan séquence. J'ai lu, j'ai vu, j'ai vérifié tout ce que j'ai pu et c'est authentique. Enfin, il y a un beau making-of d'ailleurs sur cette série qui a été fait. Les mecs, ça commence, pendant 20 minutes, c'est parti, et caméra à l'épaule, avec aucun changement d'équipe. Quand ils sont véhiculés, la caméra suit dans le même véhicule, c'est ouf. À regarder, c'est vraiment ouf et surtout, c'est c'est prenant, quoi. On a l'impression vraiment de suivre le parcours de ces personnages et vraiment de les accompagner sur leur putain de chemin de croix, si je peux le dire comme ça, sur quid de nous maintenant que le monde s'est effondré, quoi. Donc là-dedans, qui on voit? On voit des acteurs connus mais qui ne le sont pas trop. Donc en gros, l'avantage que ça a, c'est qu'on se repose pas sur quelqu'un ultra charismatique qui de toute façon sera probablement l'épisode
plus là l'épisode suivant ou même n'était déjà pas là l'épisode d'avant. On a un mec qu'on connaît à Reims, à l'Arras Film Festival il y a 2 ans, qui s'appelle Philippe Prévost, qui était venu présenter un de ses films. On a Samir Ghesmi, on a Audrey Fleurot, on a la charmante Camille Clarisse qu'on a vu dans le magnifique film de Léo Carman qu'on a eu de la chance de présenter il y a quelques mois maintenant. Bref, on a ce genre d'acteurs qui sont des acteurs en devenir ou du moins des bons second rôles dans tout un tas de films, qui sont là par contre les têtes d'affiche de ce film. Des personnages qui se croisent. On a un fil rouge inévitable, ce fameux effondrement. Donc voilà, le monde s'est arrêté, chacun doit se démerder. On a quand même des scènes quasi de combat, je dirais, dans un supermarché pour aller récupérer, c'est ultra paradoxal, hein, mais pour aller récupérer du PQ, des pâtes, des produits d'hygiène et ce genre de conneries. Et dites-vous que ça, c'était en novembre 2019. J'ose même pas vous parler de ce qui se passait en mars 2020. Bref, toujours est-il que, voilà, on est dans une situation où on suit ces personnages-là et on parle aussi d'un courant dans ce film, hein, parce que c'est le truc un peu tendance. Vous savez, les mecs qui sont un peu des survivalistes, les mecs qui ont monté chez eux une cave dans laquelle ils pourraient vivre pendant 200 ans sans jamais manquer d'eau, d'électricité, de PQ et de tout ce qui va avec. Je m'appelle Bear Grylls. Et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes dans les sites les plus dangereux de la planète. Ben ça, c'est la collapsologie. En gros, c'est un courant de pensée qui étudie les risques d'un effondrement d'une civilisation industrielle et qui, en gros, serait la société qui pourrait succéder à celle dans laquelle on vit actuellement. La collapsologie, c'est un peu l'idée que l'homme a altéré son environnement. Alors, il y a eu, par exemple, une crise économique, une crise sanitaire, une crise industrielle. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, crise sanitaire, ça me fait penser à un truc, mais j'ose à peine le dire. Bref, on est dans une situation où quelque chose a merdé quelque part, ça s'est effondré, et maintenant, il faut survivre. Voilà, en gros, de quoi parle la série. Dit comme ça, on pourrait se dire que ouais, bon, il y a peut-être eu des sujets ou des trucs un peu dans un formalisme un peu identique qui étaient cool. Moi, ce qui me plaît là-dedans vraiment, c'est que on sent clairement en regardant cette série que c'est pas des pointures de la télévision dans le sens d'une narration suivie des épisodes et des épisodes durant. On a des gens qui ont fait une série où ils ont offert à chaque épisode finalement un rythme qui est le sien. Les épisodes sont pas d'un format strictement identique, c'est pas 22 minutes, c'est relativement, ça peut changer un peu dans le timing. Et surtout, ce qui est vraiment génial, c'est que on se demande au début finalement ce qui a bien pu nous amener à cet effondrement, à suivre ces personnages qui doivent maintenant survivre et tenter de le faire au mieux. Mais finalement, c'est absolument pas ça notre problème. On ne saura pas vraiment pourquoi ça s'est effondré, ce qui a amené tout ça, mais on sait surtout que maintenant, il faut réussir. Et par exemple, pour terminer un petit peu et peut-être pouvoir en échanger avec vous, mais les épisodes sont super bien foutus parce qu'ils représentent en gros, les 8 épisodes représentent en gros ce qui serait notre quête à nous, quoi. Le premier s'appelle le supermarché. Tu as besoin de bouffe, tu as besoin de produits pour pouvoir survivre. Le deuxième, il s'appelle la station-service. Idéalement, quand tu as récupéré tes courses, ta bouffe, tes trucs, si tu veux te déplacer et là, dans cette série, aller te cacher ou aller à un endroit où on ne viendra pas te faire chier, il faut pouvoir te déplacer. L'aérodrome, c'est quand tu as réussi un truc dans ta vie, puis que tu as ton avion pour pouvoir te barrer sur cette fameuse putain de pseudo-île ou cet endroit dans lequel tu pourrais aller te planquer parce qu'en bon millionnaire, tu avais fait un chèque pour ce genre de délire, quoi. Ça aussi, ça rappelle d'autres films, genre The Island, ou ce genre de truc où il existe quelque part ce genre d'endroit. J'en suis même intimement convaincu. Le hameau, c'est ce petit havre de paix dans lequel tu es censé te retrouver. Tu as la centrale, parce que ce qu'il faut savoir que c'est dans ce film, c'est que tout le monde s'est barré. Tout le monde s'est tellement bien barré que tu as une centrale nucléaire qui est toute seule en fait et qui tente de pas se barrer encore plus en couille parce que certains se disent mais si ça s'effondre, c'est pas la société qui s'effondre, c'est notre humanité, ça pète, on est mort. Donc voilà le genre de truc. La fameuse maison de retraite dont je vous ai parlé, l'île, la fameuse île en question d'où on tente d'y aller, va-t-on y arriver? Et puis après, le dernier épisode, il est bien foutu parce qu'il s'appelle L'émission et c'est un épisode qui se passe finalement à J-5 du début des événements. Et on voit un peu, non pas ce qui a amené l'effondrement, mais on voit tout ce qui se disait à l'époque sur ces choses qui pouvaient arriver, mais que personne ne croyait vraiment être foutu d'arriver, quoi. Donc voilà un petit peu le sujet. Alors, c'est une parenthèse absolument pas douteuse ni hasardeuse sur l'histoire de ce qu'on vit, nous, en ce moment, aujourd'hui. Et on est très loin d'être dans un état d'effondrement, même si vous verrez, si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil à la série, que
il y a quand même quelques lignes qui font malheureusement parfois penser à certaines situations de ce que vit notre pays et le monde depuis un an. Mais voilà, c'était pas en tant que tel, moi, la raison pour laquelle j'ai choisi cette série. J'ai vu passer cette semaine qu'elle était gratos, dispo en ligne sur YouTube, et clairement, celles et ceux qui l'ont loupé sur Canal, jetez-vous dessus parce que c'est l'occasion de découvrir quelque chose autrement. On a du mal parfois à penser que les séries télé françaises puissent être des séries de qualité. On n'en cite que quelques-unes comme étant des pseudo-gros blockbusters. Là, c'est pas du tout comme ça que ça a été fait. Et pour autant, c'est super bien fait, c'est prenant, c'est intriguant. Ça amène à réfléchir sur des thématiques de société sur lesquelles on n'a peut-être pas l'habitude de s'arrêter, je dirais très facilement. Qui va parler de collapsologie à un repas entre potes, quoi? Et est-ce que c'est vraiment utile de le faire? Mais là, en ayant vu la série, on a l'occasion de s'ouvrir à 2, 3 autres trucs qui sont, à mes yeux, assez importants, sur lesquels on peut être amené à réfléchir, quoi. Enfin, donc voilà, ça s'appelle L'Effondrement. J'ai fini moi aussi ma longue intro. Et voilà. Et quoi? Guillaume a levé son doigt. Guillaume a levé son doigt. Je t'écoute, Guillaume. Sur Skype, je lève toujours mon doigt, en fait. Et non, mais je veux dire, en fait, là. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais du coup, j'ai l'impression que la structure, en épisode de 20 minutes, qui sont tous organisés autour d'une étape de survivalisme charnière, en fait, dans le truc et tout, c'est que c'est que tu dois vraiment pas avoir d'aspect romanesque du tout, en fait, dans le déroulement du truc. Ce que je veux dire par là, c'est que tu sais que t'as pas ce développement sur le background, sur les histoires, etc. et tout. C'est vraiment un truc qui est fait en ligne, sur l'immédiateté, sur l'instantanéité du truc. Bam, 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 quoi. Et du coup, je me demandais si t'as. Alors, encore une fois, pure hypothèse de ma part, si t'avais pas un truc avec Les Fils de l'Homme. Je sais pas si tu viens ce film avec Clive Owen et Julianne Moore, en fait, de 2007, où pareil, le parti pris, c'était une caméra à l'épaule, bon, là, c'était pas qui était numériquement très travaillé, retravaillé par Alfonso Cuarón, et où du coup, tu avais déjà cette expression d'immédiateté, de spontanéité permanente, où tu n'avais vraiment pas l'impression de regarder quelque chose, tu étais vraiment dans le moment, dans le jus, quoi. Ouais, si, je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Enfin, ouais, on est dans quelque chose qui est assez comparable. Et pour autant, on sent pas d'inspiration particulière de l'un vers l'autre, mais on est dans quelque chose qui est ultra efficace. Et là où tu as raison, c'est que t'as pas trop le temps. T'as des moments où les personnages qui arrivent ensemble avec un autre groupe de personnes tentent de s'intégrer, machin, mais t'as effectivement jamais, t'as pas de grandes histoires en fait. T'as un groupe d'individus qui doit faire quelque chose d'un point A à un point B pour une raison qui en général est la leur, qui est d'ailleurs pas systématiquement motivée de la même manière que les épisodes précédents ou autres. T'en as pour certains pour qui la survie s'explique pas du tout de la même manière entre un personnage et entre un autre personnage, quoi. Survivre n'a pas la même définition pour tout le monde. Et chacun y place là-dedans ses intérêts, son background personnel, son histoire, enfin tout ce qui va avec, quoi. Et effectivement, ça rend ça, comme tu disais très justement, c'est direct, c'est immédiat, c'est souvent très percutant, c'est en général assez frappant de ce qui s'y passe. Et plus que ça, quand tu te mets à y réfléchir, c'est même relativement terrifiant. Moi, perso, je me suis projeté quasi dans chacun des épisodes en me disant, mais putain, moi, à leur place, qu'est-ce que je ferais, quoi? Et ce qu'amène cette série, c'est ça. Et ce qu'elle l'amène aussi, c'est ton incapacité presque immédiate à savoir y répondre. Parce que ça se passe de manière tellement rythmée, les choses s'enchaînent, bam, bam, bam. Quand tu te posais la question, putain, là, j'aurais fait ça, t'as entre guillemets déjà eu la réponse de ce qui leur arrive à eux et quel autre choix immédiat ils ont à faire dans la foulée, quoi. Et ce rythme-là, il est très pertinent sur cette série-là, qui plus est sur un sujet comme celui-ci. On aurait pu imaginer voir ce fameux effondrement avec une société où tout était déjà tombé, puis ils vivotent, tu vois, le Walking Dead, quoi. Ils vivotent dans leur jardin en attendant qu'un truc se passe. On en est à des kilomètres, en fait. On est vraiment dans quelque chose de... C'est une série d'action dans la manière dont elle raconte son histoire, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est ce truc du cerveau. En fait, grosso modo, t'as même pas le temps de te demander ce que tu aurais fait parce que tu es confronté à une situation de panique ou d'urgence, entre guillemets, au même moment. Du coup, tout ce que tu as, c'est ta réaction, en fait. Et t'as pas le temps de réfléchir, quoi, clairement. Ouais, c'est ça. Peut-être que le fait que le concept pousse autant à l'action et moins à la réflexion sur le pourquoi du comment. Alors après, peut-être que je suranalyse, mais selon moi, je pense qu'ils sont bien inspirés du travail de Damon Lindelof, qui est de dire qu'on ne s'intéresse pas à la cause, mais aux réactions face à la cause, et que mine de rien, s'intéresser aux réactions face à la cause, c'est s'intéresser aux réactions humaines, donc à la perception humaine, et donc déjà te mettre dans une expérience de personnage, quoi.
et pas dans une expérience de narration objective sur un monde qui s'effondre ici Ouais. et là, et que tu regardes comme un stratège, quoi. Et du coup, ça doit rendre le récit en effet plus efficace parce que tu plonges t'es en plein dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu t'es enlevé de tout stéréotype que tout à chacun peut avoir mis dans sa tête de si un jour il se passe ça, forcément on ferait ça, quoi. On le constate bêtement, entre guillemets, avec cette histoire de Covid, où il y a tout un tas de choses qui sont arrivées qu'on n'aurait jamais cru possible. Qui aurait cru un jour qu'on allait, à part une guerre, entre guillemets, qu'on allait refermer des écrans de cinéma? Qui aurait cru ça? Pas un endroit comme celui-ci, parce que tout aurait pu prêter à ce que ça n'arrive pas. Maintenant, c'est arrivé. Et ce que fait la série très bien, et c'était vraiment qu'un parallèle, je vais pas dire hasardeux, mais ce n'était qu'un parallèle en prenant cet exemple-là, mais ce qu'elle fait très bien, c'est que elle bouscule un peu tout ce que toi, tu aurais pu t'imaginer, quoi. Qu'est-ce que le survivalisme? Qu'est-ce que c'est que survivre? T'en sais rien, en fait. T'en sais rien parce que tant que tu n'y seras pas confronté, je pense que tu auras du mal à être capable de te projeter, quoi. Et du coup, est-ce que les librairies sont ouvertes dans ce monde-là? Est-ce que Elvis est encore vivant? Est-ce que les librairies sont ouvertes dans ce monde-là? Bah, je pense que tu peux les te servir un peu comme tu veux, il n'y a plus personne dedans. Non, mais tu vois, après ce que tu disais, c'est vrai que c'est. Mais après, moi, je pense que le genre du survival, en fait, c'est toujours défini justement par son efficacité à faire ce que tu dis, c'est-à-dire te confronter en fait à un truc sans te donner le temps d'extrapoler sur ce que tu pourrais faire dans les détails, machin truc. Je pense à un film comme Gravity. Gravity, ce qui était efficace, c'est que même si tu n'avais aucune idée de ce que ça pouvait d'être un putain d'astronaute, d'accord, clairement, par contre, elle te confrontait à des problématiques qui étaient violentes. Comment je vais faire pour respirer, pour économiser mon air du point A au point B? Parce que ma jauge, elle est quasiment vide, que j'ai ça de distance à faire pour me ravitailler. Donc comment je vais faire? C'est tout con, hein, mais c'est vraiment du cinéma qui est sur la trame est épuré à l'os, quoi. Où toute ton existence et tout le récit tourne autour d'une seule problématique qui sont tes fonctions vitales, en fait. Et je pense que le survival, c'est ça toi qui impose le rythme, mais ce sont les événements qui imposent tout à toi, quoi. C'est clairement ça. T'es toujours dans comme disait Benjamin, t'es toujours dans la réaction dans ce truc-là, en fait. Jamais. Voilà, pour conclure, moi tous les trois, vous ne l'avez pas vu, je pense, la série. Voilà, elle est dispo, ça se regarde vraiment facilement dans le sens où c'est 8 épisodes d'une grosse vingtaine de minutes, max peut-être une demi-heure. Ça va vraiment vite. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil et à vous faire votre propre approche de ce sujet-là. Et pour celles et ceux qui nous écoutent en ce moment, voilà, c'est pas du tout une perte de temps. C'est quelque chose qui en plus, ça se laisse dévorer parce que tu te dis forcément, putain, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre dans le prochain et qu'est-ce qui se passe pour les autres. Et autre avantage assez important, idéalement, il faut quand même les voir dans l'ordre de l'épisode 1 à 8. Mais après, l'avantage qu'on a, c'est que on voit passer certains personnages par-ci, par-là, mais presque chaque épisode permet d'être vu entre guillemets de manière distincte. Tu n'as pas besoin d'avoir vu l'épisode 3 pour comprendre l'épisode 5, etc., etc. Même si effectivement tu as ce fil rouge qui est l'effondrement, même si tu croises des persos dans un épisode et moins dans d'autres, il se passe des choses, mais voilà, vous pouvez, faites-vous plaisir, il y a moyen de vraiment passer un bon moment, aussi fou que ce soit de le dire sur un sujet comme celui-ci, mais pour une série française, quelque chose qui vient je ne vais pas dire de nulle part, ce serait pas rendre hommage à ces auteurs, mais voilà, qui vient d'une idée de 3 mecs, peut-être comme nous, devant un écran un jour, bah putain, ils en ont fait quelque chose, et ils en ont fait quelque chose de pertinent. Voilà, ça s'appelle L'Effondrement, c'est dispo sur YouTube. On est 4. Alors, on va regarder la bande-annonce de L'Effondrement, et on se retrouve juste après avec Jolie. Peut-être. Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer. Attends, Laurent, quand tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi? C'est à cause des pénuries, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas les détails, mais c'est tout le système qui risque de se casser la gueule. La seule loi ici, c'est la loi du marché. C'est maintenant. Après, ça sera trop tard. C'est la merde. L'eau a commencé à s'évaporer. Il n'y aura plus de transport, il n'y aura plus d'essence, on pourra même pas communiquer. C'est aujourd'hui, je le sens. C'est plus grave que ce qu'ils racontent à la télé. Hein. Tout s'arrête un jour. T'es pas inquiet pour tes filles, toi? On peut y arriver. Arrête de dire. Papa à la station! Papa! Papa! Viens avec moi. Reviens!
peur, ok? Moi aussi j'ai peur. On est ensemble. Ça va bien se passer, ok? Alors, on vient de terminer donc sur l'effondrement qui nous était présenté par Giovanni. Giovanni, c'est lui qui vous permet de vous faire repousser vos cheveux et de repousser au Head & Shoulders. N'oubliez pas, de la bonne humeur, de la cinéphilie, de la passion, de l'intelligence. Il a tout ce qu'il faut, ce garçon. Écoutez-le. Écoutez-le. Vous n'aurez peut-être pas de barbe, mais vous aurez des cheveux. Et c'est le cas d'Adrien, qui va d'ailleurs enchaîner. Parce que grâce à Giovanni, Adrien n'a pas retrouvé la vue, mais a retrouvé les cheveux. Ça doit Et être ça, oui. Adrien Joly. Alors, Adrien, c'est son prénom, Joly, c'est son métier, et réciproquement. On le rappelle. On le rappelle, et je pense que je vais rappeler tout au long de l'émission, tout au long de cette proc numéro 3, va nous parler d'un jeu vidéo culte, qui a d'ailleurs eu un remaster HD, enfin plusieurs remasters HD, dont un sur PS4 et PC, et ainsi qu'une suite Shenmue 3 qui est sortie plus ou moins récemment, et je crois que les critiques avaient surtout en fait trouvé que l'écriture était bonne, mais que graphiquement, techniquement, c'était assez daté, quoi. Oui, alors je vais parler de Shenmue. Le beau Shenmue qui est juste ici et qui est sorti, comme vous le voyez, sur cette merveilleuse console qui est la Dreamcast. Qu'on a tous plus ou moins aimé de tout son cœur, puisque c'est les deux meilleures consoles de l'univers. Donc Shenmue, qu'est-ce que c'est? Alors Shenmue, c'est sorti le 1er décembre 2000 sur, je l'ai dit, sur la Dreamcast. Qu'est-ce que c'est? C'est un... Alors pour la petite histoire, vous suivez les péripéties de Ryo Azuki, un jeune homme, donc ça se passe au Japon en 86. Donc c'est un jeune homme qui un jour rentre chez lui en fin de journée, et là qu'est-ce qu'il voit? Il voit son père dans son dojo. Donc son père est propriétaire et maître en arts martiaux, et il voit son père en train de se faire un peu tataner par des méchants chinois. Et là, il va essayer de protéger son père, il va se faire tataner la tronche, et son père va se faire tuer par les méchants chinois. Father! Et de là, on va partir à la recherche des tueurs chinois de son père, et va suivre une grande aventure, une grande épopée au Japon dans les années 80. Pourquoi ce jeu est aussi génial? Parce que c'est incroyable. Il y a une ambiance absolument folle dans ce jeu. C'est assez difficile à décrire comme jeu, c'est assez unique, c'est pas vraiment un RPG, c'est pas vraiment un jeu d'aventure, c'est pas un jeu d'action, c'est une espèce de booby-boulga de tout ça. C'est absolument incroyable. En fait, vous pouvez, du coup, vous partez à la recherche de réponses. Donc, non pas l'héroïne de Disney, mais bien des réponses aux questions que vous posez sur qui est le tueur de votre père. Et du coup, vous partez en ville, et vous pouvez, en fait, c'est génial parce que vous pouvez vous promener dans toute la ville, vous poser des questions à des personnes pour savoir est-ce que vous avez vu telle personne, est-ce que vous avez vu la voiture noire de ces personnes-là et tout. Et du coup, vous avez une vraie interaction avec toutes les personnes qui sont en ville, et une interaction avec absolument toute la ville. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, vous vivez dans cette ville. C'est pas juste un jeu où vous tabassez du méchant et tout ça. Non, vous avez une ville où vous promenez, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des courses, vous pouvez acheter des canettes à des distributeurs. Vous pouvez aller, par exemple, dans aller dans un restaurant manger. Vous pouvez aller dans une salle d'arcade et puis jouer à des jeux. Vous avez du coup du gameplay, c'est absolument incroyable, c'est vraiment un jeu avec une ambiance absolument unique. Et du coup, vous partez après dans Tokyo, vous avez des décors absolument incroyables. À l'époque, il faut savoir que c'était le jeu le plus cher qui avait jamais été fait. À l'époque, le jeu avait coûté quand même 50 millions de dollars pour faire le jeu. Donc à l'époque, on parle de 2000, donc c'était absolument énorme. Aujourd'hui, c'est ridicule, mais à l'époque, c'était incroyable. D'ailleurs, ça a foutu un peu le bazar chez Sega, et ça a un peu foutu le bazar pour la Dreamcast.
Donc c'est vraiment un jeu d'ambiance. Vous avez aussi des QTE. Il y a beaucoup de QTE dans les combats, dans certaines phases de combat. Donc c'est Quick Time Event. C'est ces moments où en fait il faut appuyer sur le bon bouton au bon moment. You looking for some of this? You stupid! Pour créer une espèce de rythme et tout ça. Donc tu as une espèce de boubou-boulga de plein de gameplays différents, de plein de types de jeux vidéo différents. C'est assez unique, mais le jeu vaut vraiment le coup pour son ambiance, ses musiques, la BO est incroyable, l'ambiance est complètement folle, tu as vraiment l'impression d'être au Japon dans les années 80, et tu as une espèce d'ultra cohérence dans cet univers qui est complètement fou. Par exemple, le temps est très important dans ce jeu. Par exemple, tu peux pas aller à une boutique s'il est 3h du matin parce que tu as des horaires à respecter. Il faut faire gaffe. Par exemple, on dit, oui, je dis n'importe quoi, faut telle personne, le barbier, a une réponse à tes questions. Bon, bah, tu vas aller au barbier, mais il est 2h du matin. Bah, faudra que tu attendes 10h l'ouverture pour pouvoir aller lui poser tes questions. Par contre, à certaines heures, tu as les bars de nuit qui sont ouverts. Donc, tu as une espèce de cohérence dans l'univers qui est absolument génial. Donc, si jamais vous voulez du dépaysement en ce moment, n'hésitez pas à jouer à Shenmue, surtout qu'il a été remasterisé. Donc, attention, par remaster, j'entends, ça a été lissé, c'est propre, c'est nickel. Après, ils n'ont pas revu complètement le moteur. C'est le jeu dans son jus d'époque, mais adapté aux écrans et aux consoles d'aujourd'hui. Donc vous pouvez l'avoir sur PS4, sur Xbox One, et il est sorti aussi sur Steam à très vil prix. Et attends, ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, le jeu était en version originale, donc anglais ou japonais, sous-titré anglais. Donc c'est un peu compliqué pour certaines personnes, parce que forcément, le jeu est très narratif, tu as beaucoup de dialogues, tu as beaucoup de... Voilà. Mais par contre, la version remasterisée a les sous-titres français, donc vous pouvez le faire très facilement et c'est vraiment, vraiment génial parce que absolument tout a été sous-titré en français et du coup, c'est beaucoup plus facile d'y jouer et beaucoup plus agréable. Donc, si vous voulez du dépaysement et une grande aventure avec du lyrisme, des musiques absolument magnifiques, n'hésitez pas à jouer ce jeu, il est vraiment incroyable, c'est un jeu culte pour l'éternité. Allez, faire foutre. En fait, j'ai l'impression que tu prends les Sims, les Tamagotchi et tu rajoutes du Kung Fu à côté, puis ça fait. Non, mais et moi j'étais en train de me dire, en fait, c'est pas du dépaysement, c'est un jeu nostalgique pour ceux qui sont enfermés à cause du Covid. C'est ça. Et les mecs, en fait, ils peuvent plus aller faire leurs courses, du coup, ils vont l'acheter de façon digitale. Quand t'as plus le PQ parce que les rayons du Carrefour sont vides, et bah tu vas en acheter sur jeu vidéo. Comme ça, au moins, t'as la sensation d'avoir fait le travail, quoi. Et deuxième remarque, je trouve que ce qui est génial avec l'esprit d'OSS 117 d'Adrien, c'est qu'en une présentation, le mec peut te faire déclarer une guerre entre deux grands pays d'Asie. Et j'y suis pour rien. Le gentil personnage, il est japonais, et les méchants, ils sont chinois, j'y suis pour rien. Au début du jeu, on cherche... T'aurais dû écrire un film pour Steven Seagal, en fait. Les bananes flambées. Avant qu'elles soient flambées. Les bananes, quoi. Non, mais je crois que les méchants chinois au Japon, c'est pas vraiment une. Je vais pas dire que c'est pas une tradition nationale, mais chez eux, c'est pas inhabituel, quoi. Il y a un racisme. En plus, il y a quand même une forme importante de racisme envers la Chine, quoi. Bah, ils ont un petit passif d'eux, quand même. Donc, ouais. On va pas rentrer dans le détail, mais bon, voilà, quoi. Adrien, est-ce que tu as joué à la suite? Non, pas encore, j'ai pas encore commencé le 2. Apparemment, le 2 est encore meilleur. Tout est à multiplier par 10, c'est 10 fois plus beau, c'est 10 fois plus grand, les musiques sont 10 fois plus belles. Enfin, apparemment, c'est absolument... Et les magasins sont ouverts la nuit dans le 2. Et il y a 10 fois plus de magasins ouverts la nuit. Incroyable. Mais du coup, t'as pas vraiment... En fait, mais du coup, l'histoire, c'est une part très... Ah non, l'histoire est très importante puisque tu pars vraiment à la recherche de ceux qui ont tué ton père, mais tu vas te retrouver en fait au final avec une histoire bien plus grande que ce qui était à la base. Tu pensais juste retrouver le méchant de ton père et tu vas te retrouver dans un truc bien plus grand, très, très lyrique, tout ça. Donc l'histoire est très importante, mais il y a beaucoup d'à côté. Tu as un univers qui est vraiment très travaillé et du coup tous ces à côté sont importants surtout pour la cohérence de l'univers. Est-ce que tu peux aller au cinéma dans cet univers?
J'ai vu qu'il y avait un truc, mais non, j'ai pas fait gaffe. Je suis peut-être passé à côté, mais je l'ai un peu rushé un peu vite, ce qui est dommage de ma part, mais Parce que même dans Last of Us 2, ils regardent des films. Alors à un moment donné. on est sur deux jeux complètement différents. Oui, D'accord. mais si dans le jeu vidéo on a le droit de regarder des films, dans la vraie vie on devrait aussi. Hein, à un moment donné. Dans Duke Nukem Forever, on peut regarder un porno aussi. En fait, c'est vraiment. Duke Nukem 3D, pardon. Je disais, en fait, c'est vrai. Après, je joue pas assez. On est presque de l'ordre de l'expérience, en fait. En fait, ce que je veux dire, en fait, t'as une histoire, mais tu la vis comme tu veux, quoi. Oui, voilà. Ok. Est-ce que tu as joué au 3 qui est sorti récemment? Non, je l'ai pas acheté. J'attends de finir le 2 et de là, je verrai. Le 2 est sorti. Alors, les deux premiers sont sortis sur Dreamcast. Le troisième est sorti directement du coup en 2009, novembre 2019, pardon, sur PS4 et sur PS4 tout court, et il est sorti très récemment là sur PC, sur Steam. Mais les retours étaient pas foufou quand même. Non, les retours étaient assez mauvais. Apparemment, c'est assez daté graphiquement. Le logiciel, en fait, le jeu n'a pas eu de vraiment de studio derrière. En fait, il y a eu un crowdfunding. Alors, ils ont reçu énormément d'argent. Ils ont touché le pactole. Mais ça reste quand même trop faible pour ce type de production qui aurait dû demander 3 fois plus de budget encore pour vraiment faire quelque chose avec une ambition aussi folle. Le problème, c'est que du coup, le jeu techniquement est daté. Il paraît que l'histoire, au final, t'avances pas tant que ça dans l'histoire, t'apprends pas grand chose, c'est assez long, c'est répétitif, c'est pas fou. Il paraît que le troisième est assez raté. Les notes étaient vraiment très. Finalement, le problème du crowdfunding, c'est le même problème qu'il y a eu sur celui d'Apocalypse Now, quoi. C'est-à-dire Francis Ford Coppola qui voulait adapter le film Apocalypse Now en jeu vidéo avec une équipe indépendante. Francis Ford Coppola qui a une ambition de salon, comme on dit, c'est-à-dire qu'il aime avoir le cul dans sa douce chaise et attendre que ça se fasse pendant qu'il donne des ordres, en buvant son propre vin. Et il a fait un crowdfunding, je vous conseille, si vous avez participé, vous êtes vachement nostalgique d'avoir votre argent. Et de votre argent, et finalement, rien ne s'est passé. Bon, là, je pense qu'on est dans une configuration un peu différente. Je pense que le mec avait de vraies ambitions, mais oui. Sincèrement, je pense qu'il était peut-être un peu trop tard. Le truc était passé, et je pense que... Parce qu'en fait, à la base, Shenmue est une histoire qui avait été pensée en 7 chapitres, donc en 7 jeux. Le mec avait ambition de faire vraiment le truc en 7 jeux. Il y en a 2 qui ont été sortis, ça a coûté trop cher, vraiment trop cher. La Dreamcast n'a pas fonctionné, et une fois que la Dreamcast a fini ses jours assez rapidement, il n'y a pas eu de suite. Et quand le mec est revenu en PS4 avec son crowdfunding, je pense qu'il était trop tard et c'était passé. Et voilà, quoi. Mais je pense que ses ambitions étaient toujours là et le mec avait vraiment pour ambition de faire quelque chose de grand, mais voilà, c'était fini, quoi. Ouais, tu sais, Zack Snyder, il avait aussi pour ambition de faire Justice League partie 2. Bref. Alors... Tu n'y connais rien. On va se regarder un trailer du coup du premier Shenmue que Adrien aura sagement choisi, ou du Shenmue 2 d'ailleurs, ça peut être intéressant. Ou des deux, peut-être un extrait des deux, ça pourrait être sympa pour voir la différence graphique. Peut-être de tout, je vais mettre des let's play de tous les jeux. Ok, alors pas de 1 heure les let's play, parce que sinon c'est très long. Et on se retrouve dans une petite minute. Be with you. What are you waiting for?
Alors, nous avons découvert Shenmue, qui était présenté par Adrien Joly. Adrien, c'est son prénom, Joly, c'est son métier. Et nous allons terminer sur une mini-série qui a marqué l'histoire. À la fois l'histoire de sa chaîne qui est HBO et l'histoire de la télévision. Et cette série, c'est Band of Brothers, qui est une des séries en plus préférées d'Adrien, je pense préférée de Guillaume, préférée de Giovanni, qui est une des séries préférées de Popcorn et Band. Moi, je sais que ma chère et tendre, qui fait partie de Popcorn et Band, Maud, qui participera à un de ces 4 prod, complètement adore Band of Brothers, quoi, ça l'a énormément touché. Donc, je l'ai revu récemment avec ma chère et tendre. Et que dire de Band of Brothers? Alors, très rapidement, série créée en 2001 par Tom Hanks et Steven Spielberg, produite par DreamWorks, donc la boîte qui a d'ailleurs été co-inventée par Spielberg, et par HBO, donc la fameuse chaîne, à qui on doit des séries comme Les Sopranos, The Wire, qui est une des meilleures séries au monde, et tant d'autres, on va pas se mentir, tant d'autres qu'on adore. Donc elle est sortie en 2001, c'est un projet qui a été développé suite au succès notamment d'Il faut sauver le soldat Ryan, qui a été très important dans la manière de rebousculer et remettre au goût du jour l'imagerie guerrière. Plus tard, je crois que c'est en 2001 ou peut-être même la même année, ou en 2003, on a la chute du Faucon Noir de Ridley Scott, qui lui va peut-être bouger davantage, toujours l'imagerie guerrière moderne, mais plus, quand je dis moderne, dans le contexte moderne de la guerre, pas forcément dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. La guérilla urbaine. Et je t'interromps 2 secondes pour te dire que, en fait, il y a beaucoup de militaires même qui reconnaissent à Ridley Scott, c'est d'avoir, avec la chute du Faucon Noir, c'est qu'il a quelque part posé pratiquement l'imagerie moderne, tu sais. Donc, c'est des guérillas qui se déroulent en ville, dans des ruelles, sur les toits d'immeubles, etc. et tout, qui a été la configuration de la guerre en Irak, notamment, qui a été menée par les États-Unis. Donc, tu as beaucoup de Ridley Scott, c'est d'avoir posé ce paradigme-là, quoi. Ouais, complètement. Et puis, en fait, j'ai l'impression qu'il a posé l'imagerie du film de Commando, si je puis dire. Elle existe avant. Parce que finalement, la guérilla urbaine, c'était pas forcément c'était pas des guerres avec un nombre immense d'hommes. C'était des films avec des petites escouades, quoi. Je pense que du coup, il a peut-être renouvelé. Le film de Commando existait déjà avant, tu avais déjà une imagerie. Disons qu'avant, le film de Commando, c'était une petite escouade dans un grand conflit. Tandis que là, c'est une petite escouade dans un grand conflit, mais qui est ramenée à des petites factions, en fait. C'est que le genre de question stratégique a une grosse importance dans la manière dont tu construis ta série. Alors, du coup, Band of Brothers, qu'est-ce que ça raconte? On suit la Easy Company, donc qui est une compagnie aéroportée. Ce qu'il faut savoir pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'une compagnie aéroportée, c'était une expérience, c'était une vraie expérimentation. C'était une force de frappe novatrice, même si ça peut un peu choquer dans le sens où l'idée c'est quand même de neutraliser. Mais c'était nouveau c'était nouveau et puissant. Donc on va suivre tout un groupe depuis leur entraînement. Donc depuis le camp d'entraînement jusqu'à la fin de la guerre où ils vont plus tard rentrer chez eux. Et moi j'aimerais vous parler de l'épisode 7 qui est le point de rupture, si je ne me trompe pas. Pourquoi cet épisode? Je trouve qu'en fait il correspond parfaitement à ce qu'est la série, c'est-à-dire une sorte de récit parfait. Qu'est-ce qu'est un récit parfait? Je vais vous l'expliquer rapidement, parce que moi j'entends beaucoup de critiques qui disent la forme c'est très joli mais le fond c'est un peu léger, ou alors le fond c'est formidable mais la forme est très légère. Concrètement, quand vous dites ça, je pense que déjà vous êtes complètement à côté, parce que dans tout récit, forme et fond se mêlent. C'est l'idée même du récit, que ce soit pictural, cinématographique, que ce soit écrit ou en bande dessinée, c'est l'idée. Donc dès lors que vous dites ça, déjà c'est compliqué, mais en plus ça veut dire qu'il y a une forme d'échec. Il y a un échec au récit, quoi. Si vous commencez à séparer, c'est que c'est mal branlé concrètement. Quand je m'en rappelle, il y avait 2049 Blade Runner qui était sorti.
et que les mecs disent, enfin voilà, c'était le fond est formidable, mais alors la forme, non, mais arrêtez un peu, quoi. C'est un récit, est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas, c'est tout, point. Après, bien sûr, vous pouvez travailler différents éléments, mais attention à ne pas bipolariser ce qu'est un récit, je trouve ça très dangereux. Mélenchon avait dit un truc très juste, il disait que la forme, c'était le fond qui remontait à la surface. Oui, bah justement, j'allais dire que de toute façon, le fond permettait qu'il y ait une forme et que la forme permettait d'exploiter un fond. Donc, de toute façon, c'est un service. Et du coup, cet épisode 7, donc le point de rupture, on est pendant la bataille des Ardennes. On continue toujours avec le même groupe qui est au niveau de la forêt de Foy et qui va bientôt attaquer la ville. Sauf qu'en fait, ils sont sous le coup des bombardements. Il y a un mec qui trouve enfin son Luger, sauf que son Luger va dans son caleçon, le coup est parti, son artère est tranchée, le mec meurt pour rien, concrètement. Pourquoi c'est un récit parfait? Parce que c'est un réalisateur, une équipe qui ont parfaitement su comprendre tous les enjeux de cette histoire, notamment de cet épisode, tous les enjeux du scénario, et qu'ils ont su les retranscrire à l'écran, quoi. Cet épisode-là se concentre sur la perception de l'adjudant-chef Lipton, ou Lip, qui va plus tard devenir lieutenant d'ailleurs, et qui, lui, nous explique comment il essaye de maintenir le moral des troupes, alors que tout est au plus bas, alors que les morts s'enchaînent, et qu'on va passer de 120 hommes dans le coin à 63. Et justement, donc on a tous ces gens, donc on a les points de rupture, on a ce personnage de Neil McDougall que j'aime, McDougall, je crois que je le dis bien, ou McDonnell, je sais plus. Bref, le blond qu'on va ensuite retrouver dans Desperate Housewives, et puis plus récemment dans l'Euroverse, qui est fort sympathique, c'est un excellent acteur à mon avis qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il va voir ses amis se faire déchiqueter. On a justement la caméra qui n'arrive plus à cadrer correctement ses camarades qui ont perdu des jambes, qui ont perdu des membres, qui commencent à trembloter sur son visage, qui n'arrive plus, finalement, il enlève son casque tombe dans un plan à part parce que toute sa tension déborde en fait. Donc il y a un décadrage qui obéit en fait à un décadrage qui est émotionnel. Et en fait, on va voir ça plusieurs fois sur l'épisode. Alors là, c'était une situation particulière, mais il y en a d'autres. Et à chaque fois que ça arrive, on a l'adjudant-chef Lipton qui va arriver. Et quand il arrive, il va donner des ordres, il va donner des conseils, il va essayer de reposer le cadre. Et donc, le cadre va essayer de se reconfigurer, la mise en scène va se reconfigurer, va retrouver une forme de logique. Et surtout, quand il reprend la main, notamment avec la voix off, donc notamment avec laquelle il utilise pour dire que il essaye de calmer les choses et que c'est très dur et que par exemple il y a Malarkey qui va peut-être lâcher mais qu'il va essayer de guider, bref. Et justement cette voix off, elle permet aussi de reposer le cadre, quoi. Et j'ai trouvé que c'était génial, c'est comment l'adjudant, dont l'objectif en plus n'est pas juste de donner des ordres d'attaque, mais aussi de garder la cohésion du groupe, de garder l'unité en fait, la solidité de l'unité. Comment cet adjudant-chef, ces missions-là se retrouvent retranscrites à l'écran et à l'image. Et c'est là que tu dis, ok, les mecs non seulement ont compris l'enjeu, mais la retranscription est parfaite. C'est-à-dire que, en plus, en termes de perception à l'écran, même si ça peut vous paraître objectif, même si on n'est pas caméra tout le temps à l'épaule et derrière le personnage façon un jeu à la troisième personne, comme on peut en avoir beaucoup. La perception, ça se travaille aussi parfois, ça se travaille même souvent, le gros plan sur le visage d'un personnage qui se perd, mais aussi parfois avec une voix off qui va venir reposer le cadre, quoi. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une intelligence, alors bien sûr chez HBO, mais aussi chez les réalisateurs de Band of Brothers qui était hyper talentueux. Et d'ailleurs, il y a 2 semaines, je vous parlais de David Nutter qui avait fait ses armes sur X-Files, mais qui a aussi réalisé un épisode sur Band of Brothers avant qu'on ne le retrouve sur Game of Thrones. Enfin, vous voyez, Qui était le showrunner?
Au niveau des showrunners, je pense que c'était du coup Tom Hanks et Steven Spielberg. Ouais. D'accord, ok. Et sachant que Tom Hanks avait même réalisé aussi un superbe épisode qui s'appelle Crossroads, où il y a aussi exactement ce même travail, c'est le capitaine Winter qui va devenir plus gradé et qui doit rédiger un rapport. Et c'est tout le travail au niveau de l'écriture. Qu'est-ce que c'est que l'écriture de l'héroïsme militaire face à la mémoire du soldat, quoi. C'était déjà un travail qui était à fond dans Il faut sauver le soldat Ryan. C'était au cœur d'Il faut sauver le soldat Ryan. Ouais, complètement. Ouais. Et en plus, sachant que dans Soldat Ryan, ce qui était assez fort avec Spielberg, c'est qu'il pouvait passer facilement d'un point de vue à un autre dans son unité, quoi. Et là, dans Band of Brothers, ça suit souvent notamment un soldat principal. Après, bien sûr, il y a d'autres vues, hein, comme on dit, mais il y a un point de vue principal, comme dans un comic book, en fait, comme dans un Watchmen dont on parlait il y a 2 semaines, un personnage, et ensuite on suit d'autres. Et donc, oui, série extrêmement réussie, une intelligence narrative qui est, selon moi, extrêmement rare, même si on a encore, bien sûr, même si on a des séries avec des production value de plus en plus fortes, hein, on va pas se mentir, mais que je tenais à souligner, quoi. Donc c'était Band of Brothers, l'épisode 7. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur cette? Et en plus, ce qui est vraiment formidable sur cette série, contrairement à pas vraiment sa suite, mais ce qui a suivi The Pacific, toujours par Spielberg et Tom Hanks, c'est que les personnages sont tous très identifiables. Tu reconnais tout de suite chaque personnage, parce qu'ils ont un trait de caractère bien défini, un visuel très défini, et surtout grâce au premier épisode qui est le camp d'entraînement, ça te permet en un épisode de définir chaque personnage, et ensuite tu peux les reconnaître au travers des épisodes, ce que n'a pas réussi à faire la suite The Pacific, où tu es dès le début en pleine guerre, où tu es en plein, en plus dans le noir, dans les tranchées, quoi, tu reconnais aucun personnage, tu ne sais pas qui est qui, et puis c'est très confus. Là, au moins, tout est bien clair dans Band of Brothers. Et ça permet aussi d'avoir une... Ouais, mais je trouve que, tu vois, je trouve que The Pacific, c'est plus un exercice formaliste, en fait, qu'à proprement parler, tandis que dans Band of Brothers, en fait, c'est vraiment l'inverse, en fait. Et je pense que dans une série télé, encore plus, tu as plutôt intérêt à savoir hiérarchiser tes priorités entre les personnages, ce que tu racontes, la forme, comment tu vas la faire. Tandis que des fois, quand tu regardais The Pacific, tu disais que, alors ouais, t'avais des trucs de ouf, niveau RAL, t'avais vraiment des trucs de ouf, quoi. Pas de malade. Mais c'est vrai que tu disais, ok, c'était brillant, mais par contre, du coup, qu'est-ce que ça apporte concrètement par rapport au précédent épisode, par rapport au suivant? Et en fait, tu vois, ça marchait vraiment par échantillon. Tandis que Band of Brothers, tu sentais que l'effort de chaque instant de bravoure était vraiment conçu pour être disséminé et se répartir sur ce qui va arriver après, et prenez en compte sur ce qui s'était passé avant. Et pour terminer le truc, c'est que, en fait, moi, ce que je me souviens dans Band of Brothers, un truc qui m'avait marqué, c'est que je me sentais vraiment proche des personnages. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, quand ça se terminait, j'avais pas l'impression de voir des héros de guerre iconiques se séparer et puis repartir dans le soleil couchant comme John Wayne pouvait le faire, quoi, tu vois. C'est que du coup, j'avais vraiment l'impression c'était ce truc d'une série télé où tu as l'impression de te séparer d'amis proches. Et je trouve que le film, à ce niveau-là, il a très bien réussi à faire. C'est les films de cavalerie de John Ford, qu'il y avait dans les années 50, etc. Et tout. Bah, tu avais vraiment cette énergie-là, en fait, cette dynamique de groupe-là, même ce sens du classicisme dans la manière de les voir échanger, dans les manières de voir partager ces moments-là, etc. Et tout. Même dans la peinture de la guerre, parce que même là, si la série elle est violente, tu as aussi une pudeur, en fait, dans l'image que tu n'as plus vraiment dans The Pacific, en revanche. Tu vois, tu as cette pudeur et tout qui est encore là. Et ouais, à ce niveau-là, moi, je me souviens que j'avais trouvé que la série était effectivement une réussite magistrale et continue de l'être, parce que le gars, enfin, tous ceux qui ont bossé là-dessus ont réussi à te retranscrire ça, quoi. Et je trouve ça ça continue d'être assez fou, quoi, clairement. Parce que c'est vrai que The Pacific, c'était au spectacle. J'ai l'impression que The Pacific, c'était une espèce de démo technique et que le récit en pâtissait, quoi. Ouais, Giovanni? Ouais, enfin, moi je pense aussi qu'il y a une sorte d'histoire de point de vue, quoi. Enfin, Frères d'armes,
on montre la guerre des Américains en Europe et j'ai eu la sensation avec l'arrivée de The Pacific, moi, qu'il fallait aussi montrer que la guerre, elle s'était pas passée que là, quoi, et que de ce fait, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs? Alors, je ferai aucune comparaison qui n'a pas lieu d'être, notamment avec Mémoire de nos pères ou Lettres d'Iwo Jima, mais c'est un pendant de la même guerre dans deux contextes et deux endroits différents qui est aussi là pour nous montrer que effectivement, on parle beaucoup du point de vue des Américains et de leur guerre en Europe avec les Européens, leurs alliés ou leurs ennemis, et que parfois, nous, peut-être Européens, on a du mal à recontextualiser le fait que on s'en a pris plein la gueule chez nous, mais eux, ils s'en sont aussi pris plein la gueule un peu plus loin, quoi. Ouais, il y avait aussi une chose, c'est que quand ils ont débarqué, ils ne comprenaient pas, ils ne saisissaient pas la manière de combattre des Japonais qui étaient féroces. Et ils se prenaient des assauts sans comprendre les stratégies. Et je trouve que du coup, parfois, le fait que tu comprends pas, tu saisisses pas où se trouvent les personnages dans The Pacific, ça peut les servir. Mais par contre, moi, je peux comprendre le fait de faire The Pacific comme apparemment ils vont faire bientôt une autre continuité, mais sur le front russe, tu vois. Ce qui est très très bien. Mais le fait est que ouais, il cédait quand même à un appel au spectacle. Moi, je me souviens, à un moment donné, on te montrait les mecs qui prenaient feu, on te les montrait pendant je sais pas combien de minutes. Enfin, à un moment donné, c'est des gens qui sont morts. Dans Band of Brothers, a pu en finir. Ouais, puis comme dit Guillaume, dans Band of Brothers, t'as quand même cette sorte de pudeur. Même quand tu tues un ennemi allemand, t'as ce truc, quoi. T'as une forme de respect. Parce que t'as tué un être humain, quoi. C'était presque en fait, ce Pacifique, mais gore dans le sens film gore, quoi, tu sais. Mais même ce Pacifique, excuse-moi, moi je me souviens d'un épisode, tu sais, où ils étaient perdus sur, alors je sais plus quelle île, et en fait l'ennemi japonais, enfin l'ennemi, tu le voyais presque pas, par contre il souffrait de la malaria, il souffrait de toutes les maladies que tu peux choper, etc. Avec les cadavres dedans. Et en fait cet épisode, honnêtement, je me suis dit, putain, mais en fait c'est un projet de mise en scène de cinéma plus que de série télé, au sens où c'est vraiment dans un truc sensitif, quoi. Les mecs perdent la raison, ils perdent leur santé, tu sens le dépérissement des esprits, le dépérissement des corps. Les gars, ils ont tellement de fièvre, ils sont tellement paumés et perdus, ils nagent dans une 4e dimension, tu sais, où ça va littéralement plus où t'es. Et je me dis, putain, ça me raconte pas grand-chose, vraiment, quoi, ça me raconte vraiment pas grand-chose. Mais putain, c'est vraiment prenant, quoi. Et je me dis, ok, d'accord, mais par contre, comment tu vas te démerder l'épisode suivant pour rebondir là-dessus? Eh bah, il n'y arrive pas vraiment. Ouais. Et puis, c'est vrai que tu parlais des œuvres d'Eastwood sur le sujet. Après, du côté des Japonais, on peut parler de la condition de l'homme, d'ailleurs, qui va bientôt ressortir chez Carlotta. Une énorme œuvre qui dure autour d'une dizaine d'heures. Mais le fait est que chez Eastwood ou chez Kobayashi, on a des points de vue, alors que dans The Pacific, ils étaient assez explosés, quoi. Je pense que c'est à partir de la moitié où je me suis dit, ah ouais, ok, là c'est Joseph Azzarello, donc c'est celui qui jouait Tim dans Jurassic Park. Là, on a l'autre mec qui va bientôt porter un dentier puis chanter en cuir. Donc là, ils forment une même unité où ils sont plus ou moins proches. Et en fait, Adrien a dit une chose assez juste. Au début de Band of Brothers, tu identifies tout le monde. Et même si tu les revois pas tout le temps, tu te dis, ok, Fassbender, donc Christensen, il revient à cet épisode, je le reconnais. Mais dans The Pacific, c'est pas évident, je trouve. Et du coup, même en termes de travail perceptif, comme dit Guillaume, tu as des épisodes qui sont fous, parce que c'est des expériences pures, mais c'est pas des expériences narratives, quoi. Mais c'est vrai que des fois, tu as même un problème de casting. Alors attention, les acteurs sont tous très bons dans The Pacific, hein. Je ne remets pas du tout ça en cause. Mais par contre, c'est pour rebondir sur ce que disait Adrien, tu as du mal à les distinguer. Et moi, je trouve que c'est un problème. Et en fait, je me demande aussi si une partie du problème de la série, c'est pas que les acteurs se ressemblent trop, en fait. Bah, moi, ça m'a beaucoup posé problème, hein. C'est une des parties pour laquelle j'ai pas autant apprécié la série, autant que j'aurais peut-être dû l'apprécier. C'est que j'arrivais pas à identifier les personnages, je ne savais pas qui était qui, et j'arrivais pas à remettre leur visage. À chaque fois, je me disais, ouais, mais lui, au début, c'était qui? Lui, il vient de quel épisode? Lui, enfin, j'ai trouvé que c'était un bordel sans nom, quoi. Non, mais t'as raison, parce que tu vois, c'est un peu comme quand tu filmes une poursuite en voiture. Le bon sens, le premier, c'est qu'on te dit, ok, je vais commencer par pas prendre des bagnoles de la même couleur pour pouvoir distinguer qui poursuit qui. Tu vois, mais c'est tout con. Et ça, faut déjà le penser dès le départ. C'est la base. Mais quand tu fais un casting comme The Pacific, où en plus tu suis pas mal de personnages qui vont partir dans des
réactions différentes, que tu vas devoir resituer à chaque épisode, que tu vas devoir identifier, c'est pas une bonne idée de prendre des acteurs, tu sais, qui, alors par je sais quelle incidence, se ressemblent ou correspondent tous au même prototype physique, quoi, tu vois, parce que tu dis, merde, lui, un tel ressemble à un tel. Alors que c'est vrai que la qualité de The Band of Brothers, justement, c'est que bah, tu faisais la différence entre tout le monde, toi, clairement, parce que les acteurs se ressemblaient, mais avaient chacun leur personnalité à la fois physionomique et à la fois psychologique, morale, etc. Et tout. Mais c'est vrai que là, par contre, dans The Pacific, ouais, ils se ressemblent, putain. Et alors, en plus, quand l'épisode se passe de nuit dans la boue, bah, bon courage. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut terminer sur ces sages paroles. Voilà. Et la musique de Band of Brothers est magnifique. Alors, pour Band of Brothers, en tout cas, vous pouvez la redécouvrir en Blu-ray. Le coffret vaut plus grand-chose concrètement, hein. Je pense que pour 10 balles, vous pouvez l'avoir. Les masters commencent un peu à vieillir, mais sont toujours aussi solides, ce qui m'a assez surpris comparé à beaucoup de choses qu'on peut trouver aujourd'hui. Et donc, on va se faire un petit extrait et on se dit au revoir. What made you decide to join the paratroopers? I wanted to fight with the best, sir. This is Easy Company, the finest company in this regiment. Found in one another a bond among brothers. I'm proud to have served with each and every one of you.